Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est sur la chaîne 30 sur CTLM, hein, c'est ça. Et puis sur le net, c'est olympique-et-lyonnais.com avec donc Razik Brick. Bonjour Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Bonsoir. Nico. Salut Michel, salut à tous. Nicolas Pudebois, bien sûr, hein, je ne le présente plus. Et son ancien agent que nous recevons aujourd'hui, Frédéric Guéra. Bonjour. Bonsoir à tous. Donc là, c'est bien, c'est blindé. Le match a été tellement extraordinaire qu'on n'a pas de public. Hein. Du coup, je sais pas, ils sont tous, on ne sait pas, ils sont en dépression. Les gens du public sont un peu comme nous. Ça fait beaucoup, hein. C'est bien. Cette dépression hivernale. Vous avez remarqué, on avait marqué Nantes. On savait. On avait une intuition qu'en fait, ce match n'allait pas être terrible. Enfin, il y aura au moins un Lyonnais qui a gagné. C'est donc Louis Nicolin. Voilà. Bon, alors, c'est la crise. Ouais, c'est la crise, forcément. Hein. Forcément, après cette nouvelle désillusion au stade de Jarlan face à Montpellier, défaite 4-2. Ouais, voilà, il fallait rebondir en championnat, il fallait retrouver du jeu, il fallait retrouver la victoire. Et force est de constater qu'on a retrouvé une équipe lyonnaise, l'agonie, une équipe lyonnaise incapable de hisser son niveau de jeu, incapable de produire du jeu, incapable de rivaliser face à Montpellier. Vous vous rendez compte, Michel? Montpellier. Ils sont combien au classement, Montpellier? Bonne question, il doit être 15e, c'est ça? 15e, 16e? On va vérifier. Enfin, je sais plus. On verra tout à l'heure. Ouais, voilà, ça c'est une petite question piège. Mais non, je ne connaissais pas moi non plus. Donc. Grosso modo, même s'il restait sur une bonne dynamique, on l'avait dit, hein, il restait sur une bonne dynamique, l'équipe de Louis Nicolin, qui n'en revenait pas non plus, hein, qui était présent à Gerland. Alors lui, il a halluciné, il a même triplé la prime de match. Et il est reparti dans l'Hérault avec les 3 points de la victoire et surtout lui-même a été surpris de la prestation de l'OL. Montpellier 13e, me dit-on. 13e. Ça porte la poisse, donc voilà. Donc, vous vous rendez compte, 13e. C'est pour ça qu'il y a matière à s'inquiéter. Avant le match, il ne devait pas être 13e. Non, c'est pour ça que je pense plutôt 16e. C'est pour ça que je disais ça. Et merci Fred de venir à ma rescousse. Donc voilà, moi je sais pas, je suis comme tout le monde, un peu comme tous les Lyonnais, un peu dépité et on n'arrive pas à comprendre en fait. C'est compliqué d'expliquer cette déroute. Ouais, mais l'Olympique Lyonnais avait la possibilité d'effacer la mauvaise performance en Ligue des Champions en rejouant 3 jours après. Normalement, on aime ça parce qu'on se replonge dans le travail et on a la possibilité d'effacer une mauvaise performance très rapidement. Voilà, on s'est englué encore une fois dans nos travers. Il y a eu beaucoup de manques, on le répète assez souvent au niveau de l'envie et tout ça, mais il y a aussi des manques tactiques dans l'alignement défensif, où là, ça a été catastrophique. Milan Bisevac et toute la défense étaient alignés très haut, pas ensemble. Il y a eu beaucoup de face-à-face avec Anthony Lopez qui a fait heureusement un gros match parce que sinon on le perd 7 ou 8-2 ce match-là. Donc ça aurait été une vraie déculottée. Il y a eu des gros manques dans les phases de transition, offensif, défensif et vice-versa. Montpellier était toujours en surnombre offensivement, était toujours en surnombre défensivement. Donc ils faisaient vraiment les efforts ensemble et jouaient en équipe, ce que l'Olympique Lyonnais n'a pas fait. Cette équipe est en perte de confiance totale, on le voit bien, le ballon leur brûle les pieds, il y a aussi un manque de responsabilité de chacun, on donne le ballon, on se débarrasse du ballon, on le donne à son coéquipier pour ne pas avoir la responsabilité de l'échec, pour ne pas avoir la responsabilité de l'erreur. Donc vraiment, on ne joue pas les uns pour les autres, on joue pour soi en essayant d'éviter d'être le responsable, mais malheureusement c'est comme ça qu'on obtient un naufrage collectif. Il y a Anthony Lopez, on a donc une infographie, une déclaration qui est assez symptomatique et je trouve très, très, très courageuse de sa part. Il dit « C'est catastrophique, on salit l'image du club Anthony Lopez ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric ? Je pense que au regard de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, effectivement, cette saison est une saison qui fait peur, qui peut être catastrophique. Si les gens ne se remettent pas au travail, il y a eu... bon, après, les explications, elles sont multiples. Hein. Je pense que l'année dernière, ils ont eu le vent en poupe, ils ont compris, ils se sont défoncés les uns pour les autres. C'était une bande de copains qui jouent au football sans réellement avoir un objectif. C'est-à-dire qu'au pire, on finit le plus haut possible. Et puis cette bande de potes, elle est arrivée à un niveau pratiquement inattendu, puisque à quelques journées de la fin, ils pouvaient presque encore être champions. Il y avait vraiment une concurrence avec Paris Saint-Germain. Et puis ils ont repris, mais ils ont repris de façon différente. Et les explications, elles commencent là, au moment de la renégociation des contrats. Ah, ça c'est un truc que vous pouvez nous éclairer, parce que c'est un peu votre quotidien, ça on va dire. Parce que, quelque part aussi, Frédéric, je suis désolé, je vais un peu te provoquer, mais les agents, forcément, à cette période-là, ont été aussi gourmands, parce qu'ils défendent l'intérêt de leurs joueurs,
et ils ont réclamé beaucoup d'argent à Jean-Michel Aulas. Ah bon, ça tombe bien, on peut parler des autres, j'étais pas concerné. Non, mais plus sérieusement, il se trouve que effectivement, Jean-Michel Aulas a écouté un peu tout le monde, a voulu remercier tout le monde, a voulu garder ces gamins qui étaient demandés par d'autres clubs. Ou pas. Enfin, pour certains d'entre eux, il y a sûrement eu des demandes, pour d'autres... beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais... Ok, on arrive à une... Qui a enfumé l'un ou l'autre, peu importe. Le constat, ils ont signé des contrats. Et re-signer des contrats, c'était, bon, de la part de l'Olympique Lyonnais, une forme de récompense. Mais malgré tout, les gars, on vous vend maintenant quelque chose, on vous paye d'avance une vraie responsabilité. L'année prochaine, il y a un vrai objectif. Ça va être, d'emmener cette équipe de l'Olympique Lyonnais au grand stade en 8e de finale de Champions League, et de récidiver la performance. Bon. Et moi, je me souviens, quand j'étais entraîneur à l'AS Brosse, j'écrivais au tableau, lorsqu'on venait de gagner un match, c'est une phrase que j'ai toujours en moi, « Prouver, c'est confirmer, à dimanche prochain ». Et je trouve que là, pour beaucoup d'entre eux, ils en ont oublié la responsabilité pour laquelle on les a payés. Ils se sont mis dans un cocon individuel. Dans un confort. Oui, dans un confort, c'est sûr. Total. Mais ils se sont mis aussi dans un cocon individuel en se disant, ça y est, j'ai une valeur qui vaut ça, je n'ai plus qu'à démontrer sur le terrain que ma vraie valeur. Mais le football est encore le seul endroit au monde où quand même on doit se défoncer pour celui qui joue à côté de nous et qui a perdu le ballon. Et dès lors qu'on enlève ce chemin qui est un chemin philosophique, de se dire, on est 11, il a fait une bêtise, on en parlera tout à l'heure dans le vestiaire, mais je suis à côté, je peux rattraper. Et le mec, il ne le fait plus. Philosophique, mais pas footballistique. Voilà. On le sait, Frédéric. Dans un vestiaire, ça ne se passe pas comme ça. Bah, dans un vestiaire, ça peut se passer comme ça. L'année dernière, c'est passé comme ça. Et puis, vous avez un autre paramètre aussi de cette équipe lyonnaise aujourd'hui, et il faut pas... c'est pas des moindres. C'est qu'en fait, il y a la blessure de Fekir, qui, d'un seul coup, on se rend compte que c'est l'arbre qui cachait la forêt. C'était peut-être le meilleur joueur de notre effectif. Et peut-être pas ce qu'il revendiquait. C'est l'arbre qui cachait la forêt, aussi bien sur la saison passée, où il connaît l'équipe de France, quelque chose de grandiose, et vous fait des matchs extraordinaires. Donc c'est l'arbre qui cachait la forêt, à plus d'un titre. C'est-à-dire non seulement capable d'être décisif dans le jeu et de pouvoir faire gagner un match 1-0 ou au moment opportun 2-0, mais il y a un autre point de vue important, c'est que pendant qu'il avait le ballon dans les pieds, il était suffisamment loin de ses cages, et il le gardait suffisamment longtemps dans les pieds, et il l'utilisait de façon très favorable au groupe, et pendant ce temps-là, au moins derrière, on se reposait, on se repositionnait, on n'avait pas le feu. Là, aujourd'hui, devant, il n'y a plus personne qui garde le ballon repart aussi vite, et on a le feu de partout. Ouais, aujourd'hui, l'OL a un jeu vraiment stéréotypé en fait. Il n'y a plus de spontanéité qu'apportait et la fraîcheur et le dynamisme qu'apportait Nabil Fekir. Mais c'est vrai qu'ensemble, il avait cette fraîcheur qui tirait les autres vers le haut. Aujourd'hui, on n'a que des leaders négatifs, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ralentissent le jeu. On ne va pas pointer Mathieu Valbuena, mais c'est ça. Il lui faut 4-5 touches de balle avant de donner le ballon. Donc, ce qui fait qu'on ne joue plus dans la verticalité, des attaques rapides, on fait que des attaques placées. Le problème, c'est comme on est prévisible et que les autres se replacent plus vite que nous, on attaque. On perd le surnombre et on perd cet avantage qu'on avait à l'époque. Après, pour en revenir à ce que disait Fred, les revalorisations, normalement, c'est comme en plongée sous-marine, il y a des paliers. Et normalement, la progression dans le football, c'est pareil, c'est par paliers. Tu fais une bonne saison, 2 bonnes saisons, on t'est revalorisé à un tel point, et tu confirmes tes revalorisés, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les salaires que les joueurs ont actuellement, alors qu'eux, ils sont passés directement d'un salaire de base
qui est déjà assez confortable. Certains étaient un peu faibles par rapport au marché, il faut reconnaître. Que certains jeunes, certains clubs. Tout est relatif, mais certains joueurs étaient peut-être pas assez payés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la progression a été, la revalorisation salariale a été plus importante que la progression sportive. Alors moi, j'ai envie de vous dire, messieurs, que fallait-il faire? Lorsque vous êtes Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, des joueurs jeunes qui ont réalisé une belle saison et qui sont convoités, que faut-il faire? Moi, j'avais, je pense, une solution, mais il se trouve que j'ai pas été dans les négociations puisque je n'avais pas de joueurs à renégocier. Alors bon, c'est aussi facile de le dire après coup. Oui, mais c'est la force du constat. On part d'un constat et on se dit, la solution aurait été... Moi, je pense qu'il aurait été de bon aloi de la part de l'institution olympique lyonnais de dire on renégocie tout le monde de la façon dont ils l'ont fait, mais les renégociations prendront effet au 1er janvier. Ce qui fait qu'on a encore 6 mois où on est dans la continuité salariale de ce qu'il y avait, donc il n'y a pas de gros chamboulement de la part pour les joueurs individuellement. Et à partir de janvier, vous serez dans votre nouveau contrat, qui est le contrat de confort, qui, il faut le rappeler à chaque fois, peut-être le contrat de la mort. Ouais. Et on peut faire du rétroactif sur le contractuel à partir de juillet, dès lors que vous rentrez cette équipe au Grand Stade en 8e de finale. C'est des objectifs. On met des objectifs. On mettait un objectif. On décidait de réactualiser tous les salaires, ceux qui ont été renégociés, à partir du 1er janvier. Donc la fiche de paye change au 1er janvier. Et on fait du rétroactif sur les 6 mois écoulés, sous forme de prime, dès lors que cette équipe arrive en 8e de finale. Alors, c'est un challenge. Peut-être pour certains auraient dit non, c'est trop difficile. Ah oui. Mais sauf que si au départ, quelqu'un commence à dire c'est trop difficile, ça veut dire qu'on commence à se dire il ne croit pas en lui. Exactement, il n'est pas assez ambitieux. Donc, et ça devient révélateur de ce qui est l'essence même du gamin, où est-ce qu'il ira. Parce que le contrat de confort, c'est vraiment le contrat de la mort. Et si le mec dit « Ouais, mais le challenge est beaucoup trop dur », eh bien, moi, président... Mais ça se passe pas comme ça. C'est souvent pas le joueur qui parle, c'est souvent l'agent ou l'entourage qui dit « On veut ça, on réclame ça, c'est pas assez ». Mais moi, président, l'agent et le joueur, ils font qu'un. Mais là, Razik, tu vois, pour rebondir sur les propos de Fred, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte de la vraie nature des joueurs. Le vrai caractère et le vrai potentiel des joueurs, c'est que c'est dans la difficulté que tu te rends compte de l'homme, vraiment l'homme. Là, aujourd'hui, normalement, les vrais hommes qui partent à la guerre, c'est dans la difficulté que tu te rends compte qu'ils sont des vrais leaders qui tirent les autres avec eux, qui emmènent dans la démarche positive. Aujourd'hui, on voit plus des joueurs qui vont avoir tendance à se cacher, à repousser la responsabilité qu'ils devraient prendre en tant que leader en fonction de la revalorisation, du statut social qu'ils ont gagné dans le vestiaire et sur le terrain. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, et c'est là que c'est révélateur qu'aujourd'hui, il manque vraiment, à part un ou deux, comme Maxime Gonalon, Anthony Lopez, qui assument leurs responsabilités. Maxime n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Après, c'est la performance sportive. Oui, mais ça, par contre, ça n'enlève pas son attitude en tant que joueur. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a des attitudes qui sont vraiment pas... Ce que je peux dire de Maxime, c'est que s'il n'a pas été bon dans ce match, ce qui peut arriver à tout à chacun, en tout cas, il n'a pas été bon... le soir en rentrant chez lui, il n'a pas été bon le week-end, il n'a pas été bon, il est remis en question. Dans sa tête, il est vraiment pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois, Razik, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est que ça reste quand même dans l'attitude. Il n'y a pas de renoncement. Ça reste un leader, ça reste quelqu'un qui veut essayer de tirer les autres avec lui. On l'a vu sur ce plateau d'ailleurs, on le disait. Oui, bien on l'a vu sur ce plateau. Non, puis il y a des égos, il y a des égos qui ne pensent qu'à partir, qu'ils se disent ça y est, moi je vaux tant, mais je comprends pas le Real de Madrid. Le gros problème, c'est qu'avec les performances actuelles, il n'y a aucun qui peut partir. Voilà, mais c'est le chien qui se mord la queue, vraiment. C'est une carrière, ça se dessine. Et pour dessiner une carrière, il faut quand même avoir une feuille blanche, un crayon et de temps en temps une gomme. Ouais. Hein, Valtimbanque. Il est présent, c'est vrai. Ça va, il est là. Il est là ce lundi matin. Bon, on va passer maintenant à l'autre sujet. Il parle bien, hein, Fred Guira, c'est bien ça.
C'est intéressant, disons. On va parler de démission. Alors, on parle de démission. Hubert Fournier qui serait sans. C'est peut-être plus les joueurs aussi. C'est la démission des joueurs, en fait. Démission, il y a un peu les deux, là, on peut employer ce terme pour parce que pour vous, la démission, c'est Hubert Fournier. Pour moi, la démission, c'est les joueurs, en fait. C'est intéressant, hein, le débat. Les joueurs ont démissionné, ça, c'est une certitude sur les 3-4 derniers matchs. Ils ont lâché complètement. Ils ont lâché dans l'attitude, dans l'état d'esprit, même au niveau de leur qualité footballistique. Tout ce qui est technique, on le voit bien. Enfin, moi, j'ai en image une relance d'Anthony Lopez dans les pieds de Claudio Beauvu qui loupe son contrôle. Et puis, il s'en fout. Enfin, voilà, ils ont vraiment, voilà, c'est une vraie démission totale. Après, la démission d'Hubert Fournier, est-ce qu'on peut se la poser? On verra. Mais en tout cas, là, les joueurs, en tout cas, sont vraiment fautifs aujourd'hui. Ouais, Fred, c'est vrai que voilà, toi, tu côtoies les joueurs, l'agent de Max Gonalon, le capitaine. Comment se fait-il que des tels joueurs sont incapables comme ça de rivaliser et notamment de produire de telles prestations insipides, on ne les reconnaît plus. Ils ont abandonné complètement, ils ont lâché. C'est une tranche, ce qui se passe dans un vestiaire aujourd'hui, c'est une tranche de vie de la société. Ça c'est très juste. À l'intérieur de ce vestiaire, il y a des leaders positifs, des leaders négatifs et des moutons. C'est ni plus ni moins que l'école le matin, l'usine, voilà, c'est la tranche de vie. Aujourd'hui, il faut que les leaders positifs se fassent, je suppose, une réunion entre eux, et puis tirer la sonnette d'alarme en se disant, bon les gars, voilà, chacun d'entre nous doit se faire une remise en cause, mais le foot c'est un sport collectif. Si je n'aide pas mon coéquipier qui est dans la difficulté, je ne peux pas gagner. Et si, parce que j'aurais touché 3 fois le ballon du pied droit, l'analyse va montrer que c'est ce type de joueur-là qui manque à la Juve, eh bien, on n'y est plus. On n'y est plus. Une équipe, il faut que ça fasse 1. Et là, on fait 11. Il y a 11 individualités. Quand Hubert Fournier a déclaré, on n'est pas une équipe unie, on n'est même pas une équipe. Il a raison de le déclarer, sauf que là, c'est son boulot de faire en sorte. Sauf que c'est le boulot, le constat de son travail, mais en même temps, il est aussi, désolé, à la tête de cette équipe pour trouver aussi les solutions. Et les solutions, c'est pas le 4 machin, 4-3-3, le 4-4-2, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est du discours. C'est le discours qui va faire la différence. Aujourd'hui, moi, ce que je constate au niveau de l'Olympique Lyonnais, dans la globalité, alors j'exclus les féminines parce que je ne suis pas trop. Et puis, mais je vois qu'elles ont des résultats exceptionnels. Mais la généralité de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire l'équipe première et l'ensemble du centre de formation. Aujourd'hui, je vais encore voir des matchs de jeunes, ils sont dans le beau jeu, dans le beau geste. Mais on leur a enlevé la gagne. Ils sont embourgeoisés ? Ils sont plus compétiteurs. Moi, aujourd'hui, lorsque je vois jouer les 17 ans, les 15 ans, les 19 ans, la CFA, je me rends compte qu'il n'y a plus de compétiteurs. Bon, allez, on va le dire autrement. Lorsque je vais à l'OL, je fais mon marché. Ben, je vais vous dire que les légumes ne sont pas frais. Mais moi, c'est clair, ça le mérite d'être clair. Ils sont beaux, mais ils sont pas frais. Ça le mérite d'être clair, c'est pour ça que la démission, pour moi, elle est à tous les étages, en fait. C'est-à-dire que les joueurs ont démissionné, mais en fait, c'est toute l'institution OL, quelque part, dans le sens où... C'est l'institution l'OL qui, alors... est coupable, finalement, de ce qui arrive aujourd'hui. Et là, on va peut-être ramener les choses à... C'est toute l'institution l'OL qui s'est identifiée à ce qui se passe au niveau de la Fédération française de football, et que la façon de travailler de la Fédération française de football et des cadres techniques est tombée sur l'Olympique Lyonnais. Trop de certitude. Alors que l'Olympique Lyonnais a pas du tout cette image. L'Olympique Lyonnais a une image interne d'un centre de formation fort où on inculque la gagne, la compétition, le travail, le beau jeu, la rigueur, tout ce qu'on a connu pendant des années. Tout ce qui fait on se rend bien compte aujourd'hui que même le centre de formation, même malgré les joueurs qui sont sortis du centre, on se rend bien compte que le centre, il y a très longtemps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose d'important sur les équipes de jeunes. Donc ça veut dire que la façon de travailler, qui part d'en haut, qui descend jusqu'en bas, il y manque quelque chose. Alors je suis là, je fais un constat, moi je veux incriminer personne. Oui, mais on est obligé de le dire, c'est-à-dire qu'on dit que les joueurs ont abandonné,
Il y a un problème peut-être aussi de gestion de Jean-Michel Aulas. Il a des qualités, mais peut-être qu'il a laissé faire certaines choses. Il y a la cellule de recrutement, Florian Maurice, Bernard Lacombe. Au niveau du recrutement, il y a un problème aussi à l'Olympique Lyonnais, mais il faut le dire. C'est les certitudes. On vise beaucoup les joueurs. C'est facile de taper sur les joueurs. Les joueurs ont leur part de responsabilité. Mais il faut aussi savoir taper sur les dirigeants. Non, mais c'est pour ça. C'est trop de certitudes. Le manque de remise en question. Le fait de croire qu'on sait tout. Les jeunes aujourd'hui, on a un groupe jeune, ils ont 23, 24, 25 ans, mais ils pensent tout savoir. On ne s'appuie pas assez sur les anciens. Un Joël Batz qui a une expérience formidable, 50 sélections en équipe de France, qui a gagné des titres, qui a fait gagner des titres à d'autres joueurs. On ne s'appuie pas assez sur des gens compétents, des vrais compétiteurs. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'on s'est embourgeoisé, c'est vrai, mais on s'est embourgeoisé d'en haut jusqu'en bas, en fait. C'est l'attitude totale du club. Je pense que Lyon est en train de me faire vérifier une idée que j'avais depuis plusieurs années sur le football d'une façon générale. C'est que je me rends compte à quel point, là, maintenant, à Lyon, il y a des cases de vide. Et quand je dis des cases de vide, c'est que je parle de la hiérarchie complète du club. Et quand je parle de cases de vide, c'est-à-dire qu'il y a un président qui est défendeur de l'institution, dont on connaît le potentiel et on sait tout ce qu'il a pu faire à la fois pour son club et la ville, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce travail, qui est une intensité rare. Il y a Bernard Lacombe, qui est une icône depuis toujours de l'Olympique Lyonnais. Qui était directeur sportif avant et finalement qui n'est plus véritablement directeur sportif. Ouais, mais est-ce que même à l'époque, quand il était directeur sportif, est-ce qu'il jouait vraiment le rôle de directeur sportif? Il était plus bras-droit du président, conseiller du président. Aujourd'hui, il n'a pas bien changé son rôle. Moi, je vais vous dire ce qui manque. Aujourd'hui, il apparaît clairement que pour être un bon entraîneur de football, il ne suffit pas d'avoir été très bon au football ou d'avoir passé sa vie dans le football. Il faut qu'il y ait une envie, une passion humaine qui est la psychologie à la fois de groupe et individuelle. Et on dit souvent ici. On y revient. On dit souvent sur ce plateau, on le dit souvent. Mais c'est mal vu dans le foot. Et là, non. Si. Non, de moins en moins, parce que ce sont des échanges que j'ai eus avec certains cadres de l'Olympique Lyonnais qui m'ont donné raison. Mais pas que le président. Il n'accepte pas ça. Moi, j'en ai déjà parlé avec lui, c'est très mal vu. Souvent, on a l'impression que j'en ai pas. Quand on parle de psychologie, on parle de mental, on a l'impression que c'est des gourous et que c'est pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors moi, je fais partie aussi de ces gens qui ont un peu peur des conseillers mentaux, parce que non pas que j'ai peur qu'ils soient très forts. Ce qui me gêne, c'est que je ne sois pas assez fort moi-même pour devenir mon propre conseiller mental. C'est ça, parce que voilà, c'est très juste ce qu'il dit. Nous, à l'époque, on n'avait pas besoin de conseillers mentaux, parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour se remettre en question, on n'avait pas besoin de ça pour trouver notre motivation, pour se remettre en question à chaque entraînement et essayer de progresser. On n'avait pas besoin parce que individuellement, mais individuellement, le groupe se tirait chacun vers le haut. Oui, mais ça, c'était empirique. Le monde a changé. Comme aujourd'hui, avant, on n'avait pas besoin de portable. Aujourd'hui, après, j'entends bien qu'aujourd'hui, dans la situation de l'Olympique Lyonnais, il en faudrait certainement. Mais c'est pas obligatoire, quoi. Pas maintenant dans le cas d'urgence, parce que ce serait désavouer beaucoup de choses. Bien sûr. Pas dans le cadre de l'urgence, parce que dans l'urgence, de toute façon, très souvent, on fait beaucoup de bêtises. Donc là, mais dans le cadre d'une réflexion générale, lorsqu'on est obligé de faire évoluer ensemble un groupe de 25 personnes, parce qu'il faut intégrer tout le monde, lorsqu'on est obligé de faire évoluer ensemble, on voit bien l'intendant Guy Jaunet, lorsqu'il prépare un déplacement, tout est millimétré, l'heure du bus, l'heure d'arrivée d'avion. C'est la discipline, c'est la rigueur. Voilà. Donc lui, il a un travail qui est bien précis. Et je pense que pour 25 personnes, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y ait une connexion collective avec le président, l'entraîneur, et de façon psychologique. Et je me rends compte aussi, au travers de mon expérience et des nombreux joueurs que j'ai gérés, je me rends compte aussi que principalement le psychologue dans n'importe quel club, c'est souvent le kiné. C'est l'oreille des joueurs. Il se retrouve à un moment au contact de la peau, avec ses mains au contact de la peau avec le joueur, qui est allongé, qui se fait masser. Et il y a un moment de détente qui fait que le joueur va dégager toutes ses angoisses en lui confiant à lui. Ouais, et puis il discute souvent. A-t-il la capacité pour apporter... Alors il apporte ce qu'il peut faire, il apporte ce qu'il sait faire, oui. mais il est aussi bloqué
entre le message que le joueur essaie de lui faire passer en espérant que lui le fasse passer à, parce que c'est souvent ça, c'est souvent ça la plainte. Le cheminement est là. En espérant que, et lui, eh ben, le voyage du message s'arrête là. Il ne peut pas le faire passer, ou alors une fois de temps en temps. Et je trouve que ce qui manque le plus à tous ces mecs du football pro, c'est de prendre conscience que la réalité de la vie, c'est le dialogue. Entre eux, 1 par 1, 2 par 2, 20 par 20, comme ils veulent. Mais c'est le dialogue en faisant abstraction de son ego, on le laisse dehors. Parce que là, tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, c'est Koh-Lanta. Vraiment, il y a des clans, ça se tire dans les pattes. C'est un match presque parfait. C'est celui qui va essayer d'éliminer l'autre. On a l'impression, ça de l'extérieur, on a l'impression de vivre ça, quoi. Si on prend l'actualité récente, dramatique, française, le vestiaire est composé de la société française. Chacun d'entre eux ne réagit pas de la même façon à l'événement, puisque chacun d'entre nous est différent. Et faire une cohésion dans tout ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont, autant le dire, qui sont musulmans dans le vestiaire, qui sont des gens très bien. Non, je finis. C'est pas le problème de ça, mais et qui se sentent, des fois, regardés de travers, ou qui se sentent mal à l'aise par rapport à ce que le message que des extrémistes ont fait passer. Et bien sûr que c'est pas là le problème. On sait très bien que c'est même pas social. Encore une fois, c'est l'argent. On le sait très bien qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui en parlent encore aujourd'hui. Il y a des joueurs en off qui te disent encore, mais tu te rends compte, il ne fait pas les efforts. Le mec, il a triplé son salaire, et alors que moi j'ai moins de salaire, que je gagne moins que lui. Oui, ça reste la base du foot. Je pense pas que c'est pas l'histoire. Non, mais le foot a évolué. Il essaie d'aller plus loin, je pense. Je pense que tu as raison dans l'argument de ce que tu as entendu, mais il faut toujours réintégrer la possibilité que celui qui te donne cet argument-là, il n'a pas envie de te dire autre chose. Mais aujourd'hui, il vient d'où le problème? On le sait. Les clans, c'est qui les clans? C'est pas des gens qui sont musulmans, notamment. C'est pas le problème, en fait. Ou les musulmans ou chrétiens, peu importe, les religions. Les clans, c'est des clans d'âge, mais ça a toujours été. Ça a toujours existé, on est d'accord. Ça a toujours été. Et c'est les clans qui ont été revalorisés. Du temps de Nico, ça a toujours fonctionné. C'était comme ça. La jeunesse lyonnaise avec les recrues. Non, les recrues, il y a des recrues qui ont été bonnes tout de suite, il y a des recrues qui ont été moins bonnes tout de suite. Si on se rappelle de Delgado... mais en ce moment, qui c'est qui a les bonnes recrues? En ce moment, Valbuena, il n'est pas encore le patron espéré. Et puis en plus, Valbuena, il nous a pas plus de problèmes qu'autre chose. Il a été surpayé, il n'est pas bon. C'est la vérité. On peut faire la liste. La liste est longue. Beauvu, il n'a pas le niveau, pareil. Il n'a pas le niveau pour l'Olympique Lyonnais, à l'instant T. Je suis désolé. Mais à une époque, et là je vais être très honnête, et que Gaël me pardonne, mais à une époque, quand l'OL est allé chercher Gaël Danic, j'ai moi-même discuté avec Flo Maurice, et je me rappelle de la boutade que je lui ai dit, en lui disant « Flo, tu aurais dû me dire que tu voulais que Maxime Gonalon, Clément Grenier et Samuel Umtiti jouent avec Gaël Danic, on ne serait pas emmerdé à le faire venir, je les aurais transférés à Valenciennes. » Donc, et j'adore Gaël, puisqu'il a même vécu 2-3 jours chez moi, le temps que... Bon, donc, et il le sait, je lui ai dit, donc je peux très bien le dire aujourd'hui sur un plateau de télé. C'est pas... Mais voilà, le recrutement, de tout temps, il y a eu des bons recrutements, de tout temps, il y a eu des mauvais recrutements. Sauf que de tout temps, dis-toi bien une chose, c'est qu'il y avait une âme dans un vestiaire qui faisait que celui qui arrivait s'intégrait obligatoirement à ce qui se passait. Le problème des recrues, c'est que normalement, les recrues... Bien fermé, oui. C'est que normalement, les recrues doivent faire. Il reste 12 minutes, on en est encore à d'émission. Je suis désolé, les gars. On va passer à Fournier quand même. Et juste avant, il y a une infographie, parce que je ne vais pas y arriver, de Clément Grenier. Donc, on voudrait lire ce que nous a dit Clément Grenier pour terminer là-dessus. Tout le monde a envie, mais parfois rien ne fonctionne. Il faut accepter, assumer ses responsabilités. Je pense que tout le monde le fait, en ayant tous confiance les uns en les autres. On va y arriver. Tout se passe très bien entre nous. On est solidaires entre nous. Le staff aussi. Je continue, je l'espère, il faut se serrer les coudes plus que d'habitude et peut-être que la chance va tourner, on mérite d'être performant car on travaille bien à l'entraînement. Il ne faut surtout pas baisser la tête et je voudrais remercier ma maman qui m'a mis au monde parce que... il faut arrêter, les discours convenus comme ça, c'est que de la communication, on va passer à... Fournier, c'est intéressant, Fournier. Le classement déjà, pour voir où on en est avec tout ça, malgré tout on en est encore 3e, donc pourquoi pas. Quatrième. Ah, quatrième, dans une Ligue 1. Exact, d'accord. Il y a qui avec nous, regardez.
On est juste à côté de Saint-Étienne. Concernant Hubert Fournier, voilà, il y a le débat. Hubert Fournier, faut-il s'en séparer? Est-ce que les joueurs, finalement, ont lâché le coach? C'est une très bonne question, c'est une question pertinente. Moi, j'ai jamais cru à ça, à des joueurs qui lâchent comme ça, lorsqu'on joue à l'OL en plus, de lâcher un coach. J'ai en mémoire la Coupe du Monde 2006 pour l'équipe de France, où à cette époque-là, j'avais Sidney Govou qui jouait, et donc j'ai fait tous les matchs de l'équipe de France en 2006. Et je me souviens d'avoir capté un message à l'époque, au travers de... J'étais souvent proche des vestiaires pendant cette Coupe du Monde, et d'avoir capté un message où le discours ne passait plus entre Domenech et les joueurs, et que malgré tout, les joueurs étant tous des forts caractères, des puissances intellectuelles, des vrais gagneurs, des compétiteurs, tous se sont unis pour gagner contre Domenech. Ils sont allés en finale. Donc moi, je ne crois pas, on débarque, on embarque, un changement comme ça, ouais, mais c'est quand même une façon de déculpabiliser les joueurs. Totalement. Il faut que chacun prenne ses patins, que chacun aille voir chacun, et non pas qu'il lui parle de lui, de ce qu'il a à lui reprocher, mais que si j'étais joueur aujourd'hui, et avec le mental que j'ai, j'irais peut-être voir mon capitaine, et je lui dirais, je ne veux pas parler de toi ni des autres, je veux parler de moi. Voilà où je suis en faute. Qui peut m'aider? Ouais, mais ça, ils ne le font pas aujourd'hui. Ils ont des égos tellement surdimensionnés qu'ils ne parlent pas de leur faute. Moi, je sais que le seul bien qu'il pourrait y avoir, je ne suis pas pour la démission ou le changement d'Hubert Fournier. Le seul bien qu'il y a, c'est qu'il y a redistribution des cartes. C'est-à-dire que ceux qui sont au placard, ceux qui sont à la cave, ceux qui sont remplaçants, ils vont avoir l'espoir de pouvoir peut-être prétendre et de jouer. Et du coup, il y a une nouvelle motivation et il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. C'est le seul point positif que je pourrais y trouver. Parce qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent changer quelque chose à la situation de l'Olympique Lyonnais, c'est les joueurs. Et les joueurs en qui on a placé notre confiance et la responsabilité des résultats. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose. Regardez, au début de saison, on parlait justement de Roland Courbis qui n'arrivait pas à gagner. Et puis Nicolas l'a gardé. Résultat. Il l'a gardé parce qu'il ne voulait pas payer. Oui, mais. En tout cas, il y a une chose que je peux confirmer, c'est qu'en tant qu'agent, si l'Olympique Lyonnais vient me voir en me disant il nous manque un tel et un de tes joueurs, est-ce qu'on peut le faire venir? Mon interrogation, elle est simple. C'est pas parce que c'est l'Olympique Lyonnais. Mais le mercato d'hiver, pour moi, le dernier des mercatos, il n'est pas du tout fait pour le football. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre. Tu es dans un vestiaire. Tu es bien, là, puis à côté, tu as forcément un copain, Et d'un seul coup, ton copain, là, on va te l'enlever, on va aller le balancer dans un autre club et on va t'en mettre un autre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont tous copains fans. Non, mais on ne leur demande pas d'être copains. Non, mais on parle au moins celui d'à côté un peu quand même. On essaie. Je ne parle pas de l'autre à l'autre bout du vestiaire. Les vestiaires sont beaucoup trop grands. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, il y a un ami qui part et on le remplace par un inconnu que j'aime bien, mais ça ne va pas faire tout de suite. Et en plus, il faut, dans quel contexte tu le mets? Ouais, non, mais ça, c'est dans quel contexte tu mets ton joueur? Est-ce que tu l'envoies pas au feu? Et c'est sa carrière qui est en jeu. Moi, je dis, voilà, ils sont tous partis là, en même temps, ensemble, pour un objectif. Eh bien, les mecs, vous allez y aller ensemble. Et puis, on sait que normalement, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité qu'on construit quelque chose. Tout ça est beau, le discours est intéressant et pertinent. Mais dans les faits, certains joueurs reprochent énormément de choses à Hubert Fournier. Alors, est-ce que son discours passe toujours? Parce que c'est ça, finalement, la question qu'on doit se poser. Eh bien, s'ils le reprochent à Hubert Fournier, il faudrait qu'ils arrêtent de le faire auprès d'un journaliste. Il faut qu'ils aient un leader dans le vestiaire, et je pense qu'ils en ont. Ils en ont, il y a quand même des mecs de caractère. Moi, je connais bien Christophe Jallet, c'est un mec extraordinaire. Il a énormément participé à l'ambiance de l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Je sais où il habite. Il y avait au moins une fois par mois, tous les joueurs de l'OL étaient invités chez lui, soit pour un couscous, soit pour une paella, soit pour un autre truc. On mange de tout à l'OL comme ça à Lyon. Non, mais c'est ça l'ambiance dans un groupe. C'est qu'il y a un mec qui arrive de Paris sur sa première saison. Il arrive de Paris dans un nouveau club et il est capable, à lui tout seul, de faire l'unanimité, d'inviter tout le monde chez lui, de faire des bringues pas possibles et de se retrouver le lendemain au vestiaire. Hier, qu'est-ce qu'on a pu rigoler? La différence, c'est que c'était un nouveau qui faisait ça. Oui, c'est parce que
il faut bien comprendre que sur cette terre, tout est une question de complicité. Sauf que ça marche plus maintenant. Ben, parce que même ceux qui étaient motivés, c'est parce que eux-mêmes, individuellement, la veulent plus, soit parce qu'ils reprochent 10 €, qu'ils gagnent 10 € de plus, soit parce qu'ils reprochent ouais, mais il est arrivé 1 minute en retard, il coach, soit parce qu'il prend ma place sur le terrain, soit. Après, par contre, c'est que des je sais qu'on est pris par le temps, Michel, mais juste, si c'est pour remplacer Hubert Fournier par René Girard, non merci. C'était juste ce que je voulais dire, parce que la piste René Girard qui a surgi d'ici et de là, comme ça. Bon, Razik ne veut pas, attention. Donc non, mais non, merci, parce que, excusez-moi, vous avez vu le jeu prôné par René Girard. Vous voulez avoir un Claude Puel de bis? Bon, bref. Ah non, déjà, si vous me parlez comme ça, effectivement. Donc déjà ça, d'une part. Et d'autre part, par contre, effectivement, Hubert Fournier a aussi sa part de responsabilité. Forcément. Voilà, mais de toute façon, dans les résultats, tout le monde est responsable. On doit le dire, c'est-à-dire d'un point de vue tactique. Les joueurs animent sur le terrain, mais après, la mise en place, le discours, la motivation. Et on a l'impression que lui-même. Juste en conclusion, si Jean-Michel Aulas demain ne payait plus ses salaires, les joueurs ne vont pas dire que c'est de leur faute. Non. Ils vont aller voir à la responsabilité tout en haut en disant « j'ai pas eu ma paye le mois dernier ». Donc, il faut bien que chacun reprenne ses responsabilités. Lui, il le fait super bien. Il leur ramène leur argent tous les mois. On est d'accord. Bon, on va passer vite fait au portrait de Fred Guérin. Ah oui, c'est vrai. C'était tellement voilà, qu'on n'a pas eu le temps. Donc, Lulu de Villeurbanne, votre stagiaire. Donc, allez, c'est parti. Portrait de Fred Guérin par Lulu de Villeurbanne. Frédéric Guérin, c'est qui, c'est quoi Bonté? C'est un gonze qui est dans le football, mais avant d'être dans le football, il était quand même dans un quartier formidable. Bon, il était sur Villeurbanne, et plus précisément au Brosses, vous voyez. C'est un gonze, il est de mon quartier, formidable, attention, comme quoi il y en a qui ont du pognon, puis il y a moi. Voilà. Bon, donc, M. Guérin, c'est un genre de joueur formidable. Il a commencé par, bien sûr, le divin chauve, bien sûr, Fabien Barthez, parce qu'à l'époque, les frères Cantona, ils n'avaient pas la licence FIFA, lui, il l'avait, bon. Allez, Manchester, Barthez, Guérin, gling, gling, vous voyez, qu'est-ce. Après, il a eu plein de joueurs de l'Olympique Lyonnais. Il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu, bien sûr, Sidney Govou, bien sûr. Il a eu Gilles Diarra, il a eu, voilà, Dieu, il a eu Jérémy Bréchet aussi. Il a eu M. Putebois, voilà. Donc là, M. Putebois, après, vous n'auriez pas dû le lâcher, parce que après il est parti, il a fait un peu n'importe quoi, Putebois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc, M. Guérin, on est très, très heureux de vous accueillir dans cette émission, parce que franchement, grâce à vous, on a quand même vu défiler des beaux joueurs formidables, attention. Voilà, donc à ce propos, ça, il pourrait pas nous donner une combine pour, éventuellement pour gagner un peu de, vous voyez, parce que là, on est un peu juste, puis il fait froid, bon Dieu. Allez, Frédéric Guérin, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, Bonté. Il fait froid, mon Dieu. Voilà. Sacré agent, Frédéric. Ah bah, c'est pas mal de joueurs. Ah ouais. Et d'ailleurs, entre autres, on en a oublié plein. Vous savez qu'avant la venue de Mapou, on parlait d'Adil Rami. Adil Rami, c'est un joueur de Frédéric Guérin, par exemple. Ouais. Et moi, personnellement, en tant qu'observateur, je trouve dommage qu'Adil Rami ne soit pas venu à l'Olympique Lyonnais. C'était peut-être un meilleur. Ils ont tenté un coup de poker avec Mapou, Rami, poker. Okay. Il avait. Oui, c'est effectivement. Il est de Villeurbanne aussi. Voilà, c'est l'humour villeurbanais. Voilà. Et non, mais c'est vrai que j'avais abattu une bonne carte. Joli. Bien. Voilà. Donc, non, c'est vrai qu'on en a parlé, que les choses ont été dans les tuyaux longtemps. Et qu'après, il y a eu une autre orientation de la part de l'Olympique Lyonnais, comme il y en a eu plein à chaque année. Et aujourd'hui, ce serait facile de dire, mais on ne peut pas vérifier. Mais il y a d'autres fois, j'ai proposé des joueurs, et Lyon a fini champion de France quand même, sans lui. Donc, il n'y a pas d'amertume. Lui, il a continué son truc à Séville, il fait le bonheur de Séville. Il espère revenir réellement en équipe de France. Lyon a hésité longtemps. Je sais que le président aimait vraiment l'idée d'Adil Rami. Après, ce qui s'est passé en interne, je ne pourrais pas dire. J'ai suivi le dossier tant qu'on me disait oui, et après, j'ai plus suivi. Et alors, vous êtes quoi comme agent? Ok, c'est ça, c'est un peu le James Bond du football, c'est exactement ça. C'est 008, lui, c'est voilà. On va passer à la Beaujoire. Beaujoire, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire à la belle ambiance en tout cas, la Beaujoire. Ouais. Mais belle ambiance, justement, il faudrait que les joueurs lyonnais, encore une fois, se réveillent, et on espère une victoire lyonnaise, parce que sinon, je peux vous dire que là, on parlait de crise tout à l'heure, ça sera vraiment une très grosse crise s'il y a une défaite mardi. Ils vont partir en rire en jaune.
Voilà, c'est pas mal. Et pas mal. Non, mais faudrait éviter Je 4 défaites pense que je vais me faire remplacer dans pas longtemps. Donc, alors, pronostic vite fait. Il faudrait éviter les 4 défaites d'affilée, au moins stopper l'hémorragie, quoi. Bon, un partout pour Un éviter partout. sa J'allais spirale. dire un partout, ouais. Un partout. Et vous, Fred? Non, moi je les vois gagner 1-0. Gagner 1-0. Bon, moi, je vais arrêter de dire 3-0, mais je vais quand même dire 3-0. Voilà, 3-0 pour Lyon, parce que en mémoire à Bertrand Demann. Voilà, ça, c'est connaissent, il n'y a que les vieux qui pourront comprendre, les gardiens. Quel gardien. Nantes reste sur un match nul face à Bastia. Ils jouent à domicile. Donc ils vont vouloir peut-être aussi, pareil, réaliser une belle prestation, encore une fois, à domicile pour après ce match nul. Ça reste aussi, malgré tout, l'Olympique Lyonnais reste l'adversaire à abattre, Ouais. tout comme le Paris Saint-Germain. Et c'est peut-être de cette maturité-là que les joueurs sont pas faits. Ils n'ont pas compris encore que l'Olympique Lyonnais, c'était une vraie institution et que de partout où ils allaient, c'était... Aujourd'hui, l'image est plus forte que l'équipe. Voilà, c'est fini. On vous dit, tant qu'il y aura des gones, nous, on sera là. Voilà, j'en ai plus le temps. Allez, au revoir. Salut les gars. Ah, c'était magnifique. Merci beaucoup.